Elle est repartie comme comme une jeune fille dans la salle d'attente, elle sautait presque. Et elle est revenue me voir un mois après en me disant putain, mais elle m'a dit si j'avais su, je serais venu avant parce que j'ai retrouvé mes genoux Ça me d'enfance, permettra de tout va bien. comparer aussi si, quand il y a une oxydation du LDL, il y a aussi une Oui, une peroxydation des lipides. oxydation. Tu vois, donc tout Ouais. ça, c'est intéressant. Donc en fait, comme tu l'as dit, j'apprends en fait tous les jours. C'est des éléments à prendre en compte et on peut orienter une étude comme on oriente une information, par exemple, à la télévision, ce qui est assez courant de nos jours. On change le narratif pour faire arriver à la conclusion qu'on veut. Les études, c'est exactement la même chose. Donc, se baser uniquement sur les études en disant, ben, tu as une étude pour prouver ou moi, mes études que j'ai lues, elles prouvent le contraire, ça veut absolument rien dire. Une période de grosse fatigue et qui savait pas d'où ça venait. Et quand il a fait l'analyse de ses métaux lourds, ils sont aperçus qu'il avait 50 fois le taux maximum de mercure dans le sang. Oui, effectivement, ça évite le crétinisme, mais par contre, c'est très, 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 très loin de subvenir aux besoins. Là où tu as été fort, c'est de te remettre en question et de te dire, OK, même si pendant des années ça a marché, même si tout le monde fait ça depuis des années que ça marche, je vais peut-être essayer de voir ce qui se passe en réduisant, même si ça paraît du coup complètement contre-productif et aller à contresens de ce qu'on connaît. Et tu l'as testé, je l'ai testé aussi, et effectivement, ça marche, et c'est assez perturbant. Mais on est parti. Bonjour Laurent, bienvenue dans ce podcast. Bonjour Je vais Mathieu. faire ta présentation rapide et après on enchaînera, on embrayera sur les questions. Imaginez un instant qu'on puisse comprendre le corps humain comme un orchestre dont chaque instrument joue une note biologique. Certains médecins écoutent la mélodie quand elle se dérègle, d'autres cherchent à accorder les cordes avant qu'elles ne se cassent. Laurent Erasme fait partie de ces explorateurs de la physiologie interne qui veulent redonner à la science de la santé sa cohérence et son sens profond. Coach sportif devenu physiologiste interne, installé en Suisse où il travaille en ligne majoritairement avec des personnes du monde entier, Laurent a passé plus de 25 ans à observer, décoder et comparer des milliers de bilans biologiques. Formé à la rigueur scientifique, mais animé d'une curiosité insatiable, il ne rejette aucune piste. Pour lui, toute approche mérite d'être écoutée, testée et confrontée aux faits. C'est cette ouverture d'esprit qui l'a conduit à s'intéresser à un courant particulier, on va y venir dans le podcast, les travaux de Medical Medium. Mais plutôt que d'y adhérer ou de les critiquer à distance, comme beaucoup peuvent faire, il a choisi une voie plus exigeante, expérimenter et vérifier. Pendant plus d'1 an, il a observé sur lui-même et sur ses clients les effets biologiques des protocoles proposés en suivant les marqueurs létaux et les corrélations concrètes. Dans cet épisode, on parlera de science et d'intuition avec Medical Medium, de données et d'expérience, mais surtout d'une idée simple, la santé ne se réduit pas à des chiffres, elle s'incarne dans une compréhension vivante du corps. Bienvenue dans cette rencontre avec Laurent Erasme, physiologiste interne, explorateur du vivant et artisan d'une médecine plus humaine, plus préventive et profondément curieuse du réel. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Et tout, j'aurais pas mieux dit. Ok, bon parfait. Alors on peut embrayer sur les questions. Du coup, tu te définis comme physiologiste interne. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie et en quoi cette approche se distingue-t-elle d'une vision plus médicale ou symptomatique? Alors c'est difficile de définir ce que je fais exactement parce que forcément je suis pas médecin, j'ai pas fait d'études de médecine, même si paradoxalement j'ai beaucoup de clients qui sont médecins et dont je m'occupe. Donc c'est le paradoxe. Donc je dirais que mon travail reste atypique, mais qui est centré sur l'optimisation de la santé et donc de la physiologie interne, bien sûr, pour justement éviter que les gens rentrent dans ce cheminement de médication allopathique, parce qu'on s'aperçoit aussi qu'il y a de plus en plus de gens qui heureusement ou malheureusement, sont réfractaires à ça. Hein, ça, c'est chacun le jugera comme il veut. Et de plus en plus de gens, depuis, je pense, même je l'ai observé depuis le Covid, sont beaucoup plus hésitants par rapport à des troubles chroniques à consulter le médical, puisqu'on se rend compte aussi que ben, ils sont pas forcément les solutions, de moins en moins, c'est du moins, ils sont pas forcément les solutions sur ce type de pathologie, les problèmes chroniques, tout ce qui est maladie auto-immune, tout ce qui est fatigue chronique, voilà. Donc me définir comme physiologiste, oui, je sais pas si le terme existe vraiment, mais oui, expert en physiologie interne. J'ai fait des formations qui m'ont permis d'avoir une base de compréhension des choses, mais c'est vrai que c'est surtout le côté empirique qui m'a permis de pouvoir apporter des solutions concrètes à tous les gens qui viennent vers moi et qui me font confiance pour les aider. Donc c'est surtout ça. Donc c'est le mix des deux. Donc oui, je dirais simplement pour que les coachs comprennent, pour que les gens comprennent, je dirais plutôt que je suis coach holistique. Donc c'est le terme qui conviendrait le mieux pour la compréhension des gens.
Mais c'est vrai que ça va, je pense un petit peu plus loin que ça et voilà, on pourra en discuter après, plus tard dans le podcast. Et oui, voilà. À vrai dire, j'ai pas de termes qui me conviennent vraiment. Oui, c'est Physiologiste pas de interne, case coach spécifique. holistique, c'est difficile. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui feront ça, sérieusement ou pas, mais il y en a de plus en plus qui là. Bon, après, on pourrait parler de biohacking parce que c'est le terme qu'on emploie aux États-Unis, par exemple, ou dans d'autres pays, notamment les pays nordiques de l'Europe. Mais voilà, biohacker, physiologiste interne. Ouais. Il y a plusieurs termes. Après, les gens me définiront comme ils veulent. Moi, ce qui est le plus important, c'est que je puisse apporter les solutions aux problèmes qui me viennent et puis voilà. Bien sûr. Et tout l'intérêt de cette approche, justement, c'est d'être en formation permanente, parce que, Tout à fait. qu'on le veuille ou non, la science, elle est en perpétuelle évolution. On remet en question du jour au lendemain toujours nos connaissances, on découvre toujours de nouvelles choses. Et Tout à fait. c'est comme ça que la science doit avancer. C'est pas quand on voit aujourd'hui juste le simple fait de faire du sport, par exemple, et qui commence à peine à être recommandé par certains médecins. Il y a une inertie énorme dans la médecine qui fait que ceux qui ont fait leurs études, par exemple, il y a 20, 30, 40 ans, qui se sont jamais remis à jour, continuent au jour le jour d'induire les patients en erreur, pas volontairement, mais parce que ce qu'on leur a appris, c'est erroné et c'est dépassé depuis des années. Et le temps que tout ça soit remis au goût du jour et que tout le monde aille dans le même sens, mais c'est extrêmement long. Donc, pour moi, justement, la différence avec les spécialistes en médecine fonctionnelle, en approche fonctionnelle du moins, parce qu'on n'est pas médecins tous les deux, c'est justement d'être humble là-dessus et de se dire en fait tout ce que je sais c'est que je sais rien et que donc je suis là pour découvrir, je suis là pour me former. Après c'est une passion, donc c'est d'autant plus facile de s'informer, de se renseigner en permanence et de piocher à droite à gauche, de tester de manière empirique. C'est ce qui est le plus efficace au final pour voir ce qui marche ou non. Ouais, c'est ça. Et on le voit, le côté positif dans ça, dans ce que tu dis, c'est qu'il y a quand même, on voit quand même une tendance chez les médecins d'avoir de plus en plus de médecins qui, avec le recul de leur expérience professionnelle, s'aperçoivent qu'ils n'ont pas tous les outils et toutes les cordes à leur arc. Donc forcément, ben, ceux qui veulent se remettre en question, évoluer, avancer, comme l'explique le docteur Résimon, ben, ils se forment. Ouais. Comme moi je l'ai fait, et puis après, ben, c'est l'expérience, c'est le terrain qui fera que ben, les choses évolueront aussi de leur côté. Donc, il y a un côté positif aussi à ce niveau-là, c'est qu'il y a de plus en plus de médecins. Tu l'as vu avec Aurélien Nunez Ouais. sur ton précédent podcast, mais il y en a plein d'autres. Donc ça évolue, c'est en train d'évoluer dans le bon sens, même si c'est très lent, hein, parce que si tu veux, ce que j'essaie de faire moi, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas fait d'études de médecine, c'est que j'essaie de sortir du formatage de tout ce qu'on peut entendre. Donc, comme tu l'as dit, j'entends tout, mais j'essaie toujours d'expérimenter d'abord ce qui est dit quand ça me parle et de voir s'il y a un effet positif ou pas. Alors, tu peux avoir un effet positif sur moi et pas forcément sur d'autres personnes. Donc, c'est pour Ouais. ça que c'est intéressant que je teste moi, mais aussi que je fasse tester sur des clients pour avoir un avis qui reste objectif. Euh, donc, l'erreur, c'est de rester formaté dans les formations ou les études qu'on a faites. Et malheureusement, les médecins qui font 7 ans d'études, 8 ans d'études, 9 ans d'études, forcément, il y a une forme de formatage qui est Oui, là bien et sûr. qui dit, voilà, j'ai pas fait autant d'études pour pouvoir remettre en question tout ce que, ou du moins une grande partie de ce que j'ai fait, et pour évoluer sur une autre voie qui va m'apporter d'autres choses. Donc, je comprends que ce soit difficile pour eux aussi d'arriver à se remettre en question. Et d'ailleurs, le peu de fois où j'ai parlé de médical médium à certains médecins, même fonctionnels, il raisonnait en disant oui, mais il n'y a pas d'études, oui, mais voilà, tu vois, donc Oui. qui prouve ce qu'il avance. Donc voilà, après ça, c'est le formatage pur et dur, hein, ce genre de raisonnement, Oui, c'est bien pas une sûr. critique, c'est un constat. Mais voilà, c'est vrai que ça reste quand même difficile pour les médecins de se remettre en cause avec tout le temps qu'ils ont passé à apprendre des choses qui font que ça reste des personnes qui attendent que tu sois malade pour soigner, en fait. Ouais, ouais, mais Alors c'est qu'en ça. fait, les gens ne recherchent pas ça. Ce qu'ils veulent, c'est eux rester en bonne santé et pas attendre d'être malade pour aller voir. Mais c'est de la médecine, comme il avait dit, le docteur Résimon, il le dit souvent, c'est de la médecine pouce-bouton, et c'est à ça qu'ils sont formés. J'en avais parlé aussi avec le docteur Nunez dans le podcast précédent, qui a un lobbyisme énorme qui pousse même au niveau des facs de médecine pour Hein. orienter en fait leurs études, pour les former justement à vendre tel médicament pour telle pathologie. Et pas du tout agir en prévention, pas du tout parler de l'alimentation, de la complémentation. Quand tu vois le peu de temps qu'ils passent sur leurs 7-8 ans de médecine, plus sur l'alimentation, c'est aberrant. Tu te dis, attends, mais c'est la base. Ils devraient passer au moins 2 ans dessus. Enfin, peut-être pas 2 ans, mais voilà, tu peux apprendre plus rapidement. Mais sur 7 ans d'études, passer si peu de temps sur l'alimentation qui est la base et passer autant de temps à apprendre par cœur tel médicament pour tel symptôme, c'est quand même... si on prend un peu de recul et un peu d'honnêteté, on se rend compte que
que c'est orienté dans un sens et pas dans l'autre. Si tu regardes objectivement, hein, pour reprendre ce que tu dis, et si justement au niveau de la nutrition, quelqu'un qui va pas s'alimenter, c'est quelqu'un qui va devenir, en employant le terme médical, anorexique. D'accord? Ouais, Quelqu'un qui va être à l'opposé, c'est-à-dire qui va se gaver de nourriture industrielle, il va être obèse. Mais dans les deux cas, c'est l'absence de nourriture et l'excès de mauvaise nourriture qui rend malade. ouais, Donc, c'est vrai. le raisonnement, il est logique. Je veux dire, en tant qu'humain, tu te dis, bon, sans rentrer dans les détails, tu te dis, bon, la nutrition a quand même un rôle à jouer dans la santé. Ne Oui, serait-ce que là, ça. Tu vois? c'est directement Ne vérifiable. serait-ce que ça, tu vois, quand tu vois les deux extrêmes, tu te dis, Ouais. bon, est-ce que ça serait pas intéressant de voir si en mangeant ce qu'il faudrait pour être en bonne santé, on le resterait pas plus longtemps que ce qui est aujourd'hui. Et donc voilà, le raisonnement il est logique, c'est la base, pour moi c'est la base de la santé. Ok, bon, parfait. Tu dis du coup, de manière générale, et c'est ce qu'on dit dans la médecine fonctionnelle, que tout commence par observer, décoder et comparer des milliers de bilans. Qu'est-ce que ces années d'observation t'ont appris sur le corps humain que les manuels n'enseignent pas? Alors, je dirais quand même qu'il y a beaucoup de concordance entre ce que j'ai appris en formation et ce que j'ai appris moi sur le terrain. Ok, Mais ce que j'ai appris sur le terrain, donc l'empirique, m'a permis aussi d'apprendre des choses qu'on ne trouve pas forcément même dans les études ou dans les bouquins. Euh, j'ai plein d'exemples, mais un exemple, c'est l'iode. Depuis maintenant plus de 2 ans et demi, presque 3 ans, je n'ai pas vu une seule personne qui était avec des taux d'iode optimum. suffisant. Ouais. Et ça, personne n'en parle. Euh, donc, euh, donc c'est quelque chose que j'ai pu observer moi pendant toutes ces années-là de travail. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je supplémente tout le monde en iode de la même manière qu'en magnésium, en vitamine C, en oméga 3, vitamine D, parce que ce sont aussi des carences systématiques que j'ai pu observer et qui sont aussi corrélées. Les chiffres sont différents parce qu'il y en a qui annoncent 70% des gens sont carencés en magnésium. Tout ça. Oui, alors ça oui, parce que s'il y a des gens qui mangent pas mal d'oléagineux et de légumineuses, ils peuvent avoir des taux qui sont à peu près corrects, mais après pour tout le reste, la vitamine C on la synthétise pas, la vitamine D si on n'en prend pas, 100% des gens sont carencés. C'est ce que d'ailleurs relate aussi également Stéphane Résimond. Voilà, les oméga 3 pareil, hein, si tu manges pas de poisson gras, tu peux pas avoir un taux d'oméga 3 optimal. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont relatées scientifiquement, que j'ai pu observer moi aussi de mon côté, mais s'agissant de l'iode, c'est quelque chose dont on ne parle pas, mais qui reste quand même une problématique assez importante, puisqu'on sait aujourd'hui que l'iode n'est pas uniquement nécessaire au bon fonctionnement de la thyroïde. Ça joue aussi sur la prévention de pas mal de cancers, notamment chez l'homme au niveau des testicules. Ça joue un rôle important au niveau cérébral, en prévention d'Alzheimer, protection de la muqueuse stomacale, entre autres. Donc voilà, on va pas parler de l'iode maintenant, c'est pas le but, mais voilà, juste pour montrer que mon expérience à moi, dans le fait d'étudier les bilans sanguins, et de voir ce qui se passait, ça m'a permis aussi de voir des choses qu'on ne voit pas forcément aujourd'hui ou que les études ne relatent pas forcément. Donc c'est un enrichissement personnel qui me permet d'avoir des réponses que n'ont pas forcément les gens qui ne se focalisent que sur les études pour affirmer des choses, quoi. Donc voilà, c'est mon ouverture à moi en fait. Voilà, c'est comme tu disais, je suis ouvert à plein de choses. Et c'est vrai que je teste plein de trucs. Tu vois, je viens de découvrir récemment l'analyse de ce qu'on appelle le peroxyde lipidique. On parle Ouais. souvent de attention, si vous mangez des oméga 3 ou si vous consommez des oméga 3, attention à leur oxydation. Mais on peut détecter s'il y a un excès d'oxydation des lipides avec le peroxyde lipidique. Tu vois, ça c'est Ok. nouveau. Enfin, c'est pas nouveau parce que ça existe depuis un moment, mais c'est quelque chose que j'ai découvert et qu'on ne voyait pas dans les bilans des médecins fonctionnels ou anti-âge et que moi j'inclus maintenant à présent dans mes bilans Millennium parce que ça me permet aussi d'avoir un aperçu non pas que de l'oxydation du LDL, mais aussi de l'oxydation des lipides Eh oui. dans leur totalité. Donc ça c'est hyper important et ça viendra aussi corréler, je pense, l'oxydation du LDL ou pas. Ça me permettra de comparer aussi si, quand il y a une oxydation du LDL, il y a aussi une Oui, peroxydation des lipides. Tu vois, donc tout ouais. ça, c'est intéressant. Donc en fait, comme tu l'as dit, j'apprends en fait tous les jours des choses et j'ai envie, j'ai hâte de découvrir des choses que je sais pas. Et comme tu dis, voilà, j'ai l'impression que je sais rien quand je découvre quelque chose. Eh Tu oui, vois, c'est ça. et c'est ça qui est passionnant parce que tu as encore envie d'avancer, d'évoluer. Ok, super. Après, justement, pour parler de l'iode, pour que les gens comprennent un peu, la recommandation journalière de l'iode, c'est 450 microgrammes par jour. C'est ce qui a été établi, on va dire, pour éviter le crétinisme. Mais le problème, c'est que, alors oui, effectivement, ça évite le crétinisme, mais par contre, c'est très, 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 très loin de subvenir aux besoins que le corps a, en fait. On voit, toi, tu l'as vu, et le docteur Résimond, il en a parlé aussi, il était monté, je sais plus à combien de grammes par jour. Si tu dis ça à un médecin standard, il se tombe à la renverse de sa chaise. Parce qu'on te dit que l'iode, au-delà du taux qui est marqué sur les bilans fonctionnels, sont
C'est toxique, alors que c'est pas du tout le cas et il faut monter bien au-delà. Ouais, c'est ça. La problématique, c'est que si tu veux, c'est quand il y a quelqu'un qui part dans un autre sens, en plus s'il est médecin, euh, c'est que si tu veux, il y a d'abord un temps d'observation, il y a un temps de réflexion, et puis comme je te disais, ceux qui sont formatés vont s'en tenir aux études, qui vont dire oula attention, et puis à ceux qui vont dire, ben, même en tant que médecin, et ceux qui vont dire ben on va tester. Parce que j'étais en formation il y a un an et demi avec docteur Résimon sur sa formation en pratique médicale. Et j'étais à côté d'un médecin, d'une femme médecin, qui prenait, puisqu'on parlait de l'iode justement, lors de la formation, qui prenait 15 milligrammes de l'iode par jour. Donc, elle le faisait pas forcément à ses patients, mais elle le testait elle, donc Oui, c'est quelqu'un d'ouvert. Et il y a, pour qu'il y ait pour admettre quelque chose dont les études montrent qu'il faut être prudent, ben, ça prend du temps, ça prend des années, voire des décennies. Et c'est vrai que je pense que ça se fera petit à petit. Il y a des médecins qui vont tester sur eux, voir ce que ça fait sur eux, faire des tests biologiques pour voir quelle incidence ça a, quel effet positif ça a également. Et puis ça évoluera comme ça. Donc après, c'est difficile de faire passer un message qui peut être vrai, mais dont on va douter au départ. Hein. Et puis peut-être que bon, dans 20 ans, on dira, mais oui, au final, oui, l'iode, tout le monde est ouais. carencé, il faut en prendre en permanence. C'est la loi Mais bien ça, connue de dangereux, ridicule, dangereux, évident. ouais, c'est ça. Au début c'est ridicule, après c'est dangereux et puis après ça devient évident. Mais au début, ceux qui l'ont annoncé dès le début sont passés pour des charlatans ou des. Donc c'est vrai que c'est difficile de définir un dosage, même si docteur Liquet, dans les pouvoirs de l'iode, donne des chiffres précis. Il dit qu'il faut entre 12 et 35 milligrammes par jour. Oui, c'est énorme comparé aux Que la recommandations. personne reste en bonne santé avec l'iode. C'est vrai qu'il dit aussi que pour refaire ses stocks, il faut 6 mois, donc avec des dosages assez élevés, et après garder un dosage Ouais, de un peu maintien. plus léger. Ouais, Parce qu'on sait qu'au-delà de 3 milligrammes, l'iode agit au-delà du fonctionnement de la thyroïde. Donc on sait qu'il faut au minimum 3 milligrammes. pour Moi, saturer. c'est ce que je donne au départ, pour pas choquer les gens, parce que dès qu'ils se renseignent, ils voient que il faut pas Oui, c'est dépasser énorme. 0,125 Ouais. milligrammes, ou, tu vois, ou 0,250. Donc voilà, et après, quand on fait des tests sur les urines, on s'aperçoit que le l'iode est très haut par rapport aux valeurs de référence qui sont très basses. Donc forcément, les gens se posent des questions. Mais bon, voilà, après, Oui, et puis ça, c'est c'est toujours légitime. délicat. C'est toujours délicat dans cette approche-là où c'est que nous, on n'est pas médecin, d'avoir justement ce truc d'être à contresens, à contre-courant. Petit rappel d'ailleurs pour les études, il faut savoir que c'est une excuse qu'on sort maintenant en plus de plus en plus sur les réseaux et les justiciers des réseaux. Tout le monde te sort, t'as une étude, quelle est la source, quel est machin. Il faut savoir pour les gens qui sont pas habitués à lire des études, que les études médicales, il faut vraiment prendre du temps pour les analyser parce que lire une étude, c'est bien, mais comprendre par qui elle a été payée, par qui elle a été faite, comment ont été tirées les conclusions, etc. Tout ça, c'est des éléments à prendre en compte et on peut orienter une étude comme on oriente une information, par exemple, à la télévision, ce qui est assez courant de nos jours. On change le narratif pour faire arriver à la conclusion qu'on veut. Les études, c'est exactement la même chose. Donc, se baser uniquement sur les études en disant, ben, tu as une étude pour prouver ou moi, mes études que j'ai lues, elles prouvent le contraire, ça veut absolument rien dire. Donc, c'est pour ça que tester sur le terrain, de manière empirique, croiser les infos d'un thérapeute à l'autre. C'est pour ça que j'ai créé le collectif médecine fonctionnelle aussi. C'est pour mettre en lien divers thérapeutes dans divers milieux, mais qui sont ouverts à cette approche fonctionnelle, pour pouvoir en fait créer une communauté où c'est qu'on peut partager justement nos retours patients, nos retours clients, pouvoir tester des choses, en parler et s'informer entre nous pour pouvoir justement le faire savoir aussi après au plus grand nombre et que cette expérience puisse servir à tout le monde en fait. Mm. Alors tu vois, sur l'iode, ce que je rejoins sur l'iode, c'est qu'un excès d'iode, je dirais au-delà de 10 milligrammes par exemple, il faut être prudent sur les effets que ça peut avoir sur l'oxydation de la thyroïde. Ok, Donc ce qui est préconisé, c'est de se supplémenter en sélénium ouais. quand on est à des dosages très élevés, ce que moi j'ai jamais eu à faire parce que je monte pas très haut en dosage, comme je te dis, je dépasse pas 3 milligrammes. Je reste prudent et j'observe pour le moment, tu vois. Donc, Ok. mais c'est vrai que moi j'ai eu testé des doses assez importantes jusqu'à 15 milligrammes, pas sur des longues périodes, mais à chaque fois j'ai pris le sélénium pour justement éviter que voilà, ça c'est sourcé. Donc voilà, y a pas de, c'est la seule précaution qu'il faut prendre quand on prend des gros dosages. Ouais. Ok.
Après, c'est une info que tu m'avais partagée, toi, que tu avais découvert, c'est que pour le sélénium, par exemple, il n'y a pas forcément besoin de se complémenter. Pour les personnes qui, sans parler de super dosage d'iode, qui veulent avoir un bon taux de sélénium sans forcément en prendre, c'est de manger les noix du Brésil. Voilà, noix du Brésil, c'est l'oléagineux qui contient le plus de sélénium. Effectivement, moi, entre 3 et 5 noix par jour, je retrouve des taux optimums sans forcément avoir une supplémentation. Alors, c'est pas du 100%, je dirais c'est Ouais. du 90%, mais la plupart du temps, ça fonctionne avec cet aliment-là. Alors, bien sûr, si ça pouvait fonctionner pour tous les minéraux, ça serait génial, mais Ouais. malheureusement, c'est pas le cas, quoi. Ça fonctionne pas, je précise pour les gens, c'est que les terres sont de plus en plus appauvries, Tout à fait. les méthodes de culture sont de plus en plus poussées pour produire vite, et donc ben, forcément on se retrouve avec des aliments de plus en plus vides, vides de sens et vides de nutriments. Tout à fait. Donc ensuite, on parlait un peu bien biologique. Quels sont selon toi les marqueurs biologiques les plus sous-estimés ou mal interprétés aujourd'hui? Pour ne pas dire tous. Sous-estimé, j'avais envie Déjà de le dire, OPA, pardon? LPA et LDL oxydé, j'imagine, déjà. Ah oui, alors je dirais même qui sont pas connus, parce qu'au final, Oui, la plupart des médecins, si on regarde la médecine classique, allopathique, généraliste, ils connaissent pas, la ouais. plupart. Donc ça, donc oui, forcément, si c'est pas connu, c'est sous-estimé, c'est clair. À ce propos, d'ailleurs, j'avais une expérience personnelle qui a été hyper enrichissante, parce que c'est vrai que quand on dit que quand on a la LPA élevée et les anticorps anti-LDL oxydés ou les LDL oxydés élevés, il y a quand même un risque de développer l'athérosclérose, donc les plaques d'athérome au niveau des artères. Et, cette confirmation-là est venue à moi il y a quelques mois, où j'ai eu, donc j'avais un rendez-vous, un entretien pour un résultat des bilans. Et cette personne-là m'a posé la question, elle me dit, voilà, Laurent, je viens de faire un écho-doppler pour voir si j'avais des plaques d'athérome au niveau des artères, et on m'a dit effectivement, je commençais à en avoir un petit peu. Donc je m'inquiète, et il me dit, est-ce que quand on va faire le bilan, est-ce que toi, tu peux confirmer éventuellement ça ou pas? Je lui dis, écoute, ce que je sais, c'est que plus la LPA est élevée, plus il y a des risques d'oxydation, de thrombose et donc d'athérosclérose également. Et plus l'aile est oxydée, et plus ça augmente ce risque-là. Donc quand il y a les deux, Oui. ça reste quand même assez probant. Et effectivement, lors du bilan sanguin, on s'est aperçu qu'il avait les deux qui étaient au plafond. Et là, je lui dis, écoute, oui, je te confirme effectivement que voilà, si tu as fait l'écho Doppler avant, donc du coup, alors bien sûr, heureusement, ça arrive pas tout le temps, mais quand je retombe sur des bilans où il y a vraiment la LPA qui est explosée à plus de 100 et les anticorps oxydés à plus de 1002, ben là, je lui dis, écoute, essaie de voir de ton côté si tu peux pas faire un examen au niveau cardiaque, vérifier un écho Doppler ou autre en prévention, Oui. si s'il y a pas un début de formation de plaques d'athérome. Donc voilà, c'est arrivé, je crois, une ou deux fois depuis, tu vois, mais voilà, c'est pas heureusement que c'est pas récurrent, mais voilà, sur Oui. ce genre de cas-là où tu as les deux qui sont vraiment très élevés, il faut être vigilant. Après, je précise aussi, c'est important pour les gens de comprendre que dans notre approche à nous, par exemple, il y a des solutions. Alors déjà pour prévenir, c'est toujours mieux d'agir en amont, mais il y a également des solutions justement pour réduire, par exemple, cette oxydation, comme la vitamine C, par exemple, en forte dose. Après, faire attention bien sûr à l'hygiène alimentaire, faire du sport, etc. Mais euh, mais il y a des solutions toujours qui sont possibles à mettre en place pour justement éviter ou réduire du coup ces problématiques avant de prendre un traitement, avant de faire des opérations, et c'est justement tout le but du message qu'on veut faire passer. C'est toujours la prévention, d'essayer d'agir le plus tôt possible pour que ça soit le traitement naturel soit le plus efficace possible. Hmm. Oui, alors après, ça dépend à quel stade tu prends le patient. Tu vois, Bien donc sûr. moi je prends l'exemple de ma famille, de ma tante, qui m'avait contacté en me disant voilà, j'ai beaucoup de cholestérol, j'ai des triglycérides hyper élevés, et puis on suspecte, par rapport aux symptômes que j'ai, d'avoir des plaques d'athérome. Je dis bon, je vais conseiller sur ce qu'il fallait qu'elle prenne, mais c'est des choses qui sont efficaces, mais sur le temps. Et Oui. après, quand elle a fait un écho-doppler, on s'est aperçu qu'elle avait une artère bouchée à 80%. Donc là, je lui ai dit, écoute, continue à prendre ce que je t'ai donné, mais Oui. Ah, tu pas suis le suffisant. tu suis le tu suis le cursus médical, et ils l'ont opéré, bon, ils ont fait ce qu'il fallait. Donc voilà, après, voilà, la médecine reste quand même utile pour ce genre de choses-là, mais nous, on travaille dans la prévention, donc c'est avant d'en arriver à Oui. ce stade-là, tu vois, quand les gens te consultent ou alors, moi, j'en ai pas, parce que ça, c'était ma tante qui me contactait à titre privé, mais j'ai jamais eu de clients ou de patients qui étaient à ce stade-là. Je veux dire, les gens qui sont malades viennent pas pour de la physiologie interne. Du moins, ils peuvent y venir quand
la médecine allopathique a réglé le problème, ou du moins l'a solutionné en termes de symptômes, et pour ne plus avoir à retomber, si tu veux, dans ce type de pathologie ou d'autres problèmes chroniques autres. Donc voilà, quoi. Parce que la médecine reste la médecine et que nous, on doit aussi rester, comme je te disais, à notre place en termes en termes de prévention, quoi. Bien Mais sûr. pour Alors, répondre à ta question concrètement, ouais. oui, la LPA, oui, est sous-estimée, l'oxydé, surtout le lien avec les deux. L'iode, on en a parlé, hein, qui est sous-estimé parce qu'on la regarde pas forcément tout le temps. Et je dirais également la vitamine C parce que elle reste connue de tout le monde, mais au final, beaucoup ignorent ses propriétés, notamment celles dont on parle au niveau cardiovasculaire, qui sont hyper importantes. Et on sait aujourd'hui que le manque de vitamine C favorise les problèmes cardiovasculaires. Euh, donc sur une vie, ça joue parce que quelqu'un qui va supplémenter en vitamine C en permanence a plus de chances de passer à côté des problèmes cardiovasculaires que d'en avoir. Donc bon, après, tu peux prendre la vitamine C si tu bouffes des McDo tous les jours. Voilà, tu vas quand Oui. même avoir des problèmes. Et c'est toujours pareil. Ouais. On en revient à ce qu'on disait au début, c'est la nutrition qui reste la base de la santé et les suppléments qui viennent, on va dire, optimiser et qui viennent sublimer, on va dire, la santé que tu as déjà. Vitamine C, je dirais. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dans les basiques, oui, je dirais les plus connus, enfin du moins ce que nous on connaît, ça reste cela pour le magnésium. On sait aujourd'hui que la plupart des gens sont carencés. La vitamine D, il y a tellement eu d'écrits dessus qu'on sait voilà, que tout le monde est carencé, donc il en faut. Mais Après, elle est l'erreur toujours qui est pas faite, remboursée. si tu veux, dans la vitamine D, et ça beaucoup de médecins l'ont relayé aussi sur les réseaux, c'est que les médecins allopathiques, quand ils voient une carence en vitamine D, ben, ils donnent les doses flash, parce qu'il faut surtout pas Mégadose. faire. Ouais. Ce qu'il faut surtout pas faire, pourquoi? Parce que, ben d'ailleurs, c'est très bien expliqué par Anthony William. Il explique que quand on prend trop de vitamine D, en fait, il faut savoir que depuis la naissance, depuis la naissance, depuis l'enfance, avec tous les bains de soleil qu'on a pris, à l'enfance et à l'adolescence, on a toujours un stock de vitamine D dans le foie. C'est une vitamine D qui est active. Donc, qui permet de donner au corps le peu de vitamine D dont on a besoin, en cas de carence. Donc, ça maintient toujours un taux minimum. D'accord? Pas forcément optimal dans notre santé, mais il est là. Et ce qui se passe, c'est que le réflexe du corps, quand ils vont arriver 80 000 ou 100 000 unités de vitamine D, c'est qu'il Il évacue cette déloge. vitamine D. En fait, il la sort du foie et elle est évacuée, elle est éliminée, donc ce qui fait qu'on n'a plus de vitamine D active. Bien sûr, les 100 000 unités, une fois qu'elles sont montées très haut, ça redescend, mais on n'a plus ce stock-là de vitamine D au niveau hépatique. Donc lui, il préconise de jamais dépasser 10 000 unités. Il dit que c'est la dose maximum qu'il faudrait donner. C'est Ouais. relayé aussi par beaucoup de médecins fonctionnels. Donc lui, n'ayant pas fait ces études-là, bon, ça rejoint ce qui est dit aujourd'hui, tant mieux. Il y a une corrélation. Et justement, pour éviter de faire fuir cette vitamine D là active stockée au niveau du foie, lui, il dit qu'il faut prendre des doses moyennes. Ouais. Il précise pas, mais il dit qu'il faut pas dépasser 10 000. Oui, bien sûr, quotidien. Parce qu'on sait qu'une dose de 100 000 unités, ça va faire monter le taux au-delà du maximum, avec l'effet que je viens d'expliquer au niveau du foie et de la vitamine D active qui est stockée. Et surtout, c'est que quand ça va redescendre, ça permet pas de maintenir le taux au taux fonctionnel optimal entre 70 et 80. Oui. Tu as une fenêtre pendant laquelle le taux va être entre 70 et 80, mais ça va vite redescendre. Ouais. Donc aucun intérêt de, 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 d'utiliser la vitamine D comme ça. Mais ça, les médecins, malheureusement, ne sont pas formés sur ça, du moins n'ont pas cette info-là. Non, ben justement, ça, la question suivante va en parler de ça. On parle souvent de la zone optimale plutôt que des valeurs de référence. Peux-tu expliquer pourquoi cette différence change tout dans l'interprétation des bilans? Par principe, euh, on dit que dans la médecine fonctionnelle, le taux fonctionnel ou le taux santé, c'est le taux qui permet aux nutriments ou à la vitamine minéraux d'exercer l'ensemble de ses propriétés dans le corps. Ouais. Euh, donc, il n'y a pas de science exacte dessus. Le principe, c'est qu'on dit que par rapport aux valeurs de référence, qui sont pas forcément, enfin, qui sont pas des valeurs de santé, qui sont des valeurs de statistiques, qu'il faut, par rapport à ces valeurs-là, statistiques, prendre le tiers supérieur Ouais. pour essayer de se rapprocher au maximum de ce taux-là, euh, pour garantir l'effet maximum au niveau des propriétés de ces vitamines ou de ces nutriments. Donc ça, c'est le principe. Maintenant, on sait par exemple que pour la vitamine D, tu regardes la plupart des labos, et tu dois le voir aussi, c'est que la vitamine D est toujours compris entre 30 et 60 Ng. Sauf que là, on n'est même pas dans le tiers supérieur, parce que le tiers Ouais. supérieur, c'est entre 50 et 60, mais on n'est pas encore au taux optimal. Ouais, ça, Puisqu'il faudrait entre 70 et 80, tu as même des médecins qui disent qu'on peut monter jusqu'à 100 Ng. Donc voilà, après, chacun débat sur la véracité du chiffre qu'il faut avoir au niveau sanguin, mais
Mais dans tous les cas, même les valeurs de référence sont pas forcément les valeurs pour fixer un taux optimal fonctionnel. Donc ça, c'est important de le Donc, comprendre parce que les gens, souvent, ils comprennent pas. Ils vont chez le médecin avec des bilans biologiques qui, le médecin dit complets, qui sont encore très très légers. Et sur ce bilan, on leur dit, ben non, c'est bon, tout va bien, vous êtes dans la norme à chaque fois. Et pourtant, les gens ont des symptômes qui sont bien, bien présents et ils comprennent pas parce qu'ils repartent de chez le médecin toujours malades. Et pourtant, on leur dit que tout va bien. Donc ça crée une sorte de non-assistance, de désert médical où ils se disent, ben en fait, je comprends pas, ça doit venir de ma tête. On finit par leur dire parce que les médecins qui sont démunis, à force de prescrire médicament sur médicament pendant des années, ils trouvent pas de problème, ils disent, bon, ben ça doit venir d'ailleurs, de votre tête ou autre. Donc, les gens sont perdus, ils comprennent pas comment. Nous, c'est notre cas et tous les clients qu'on a. Quasiment tous, ils viennent nous voir en nous disant j'ai tel problème, mais je comprends pas d'où ça vient. Ça fait des années que on me dit que j'ai rien, que tout va bien. Je vais t'envoyer mes bilans, tu vas voir, tout va bien. Ben en fait, non, il y a rien qui va en fait. oui, parce que les médecins se basent sur les valeurs de référence qu'on est obligé de leur donner pour qu'ils puissent établir un diagnostic et éventuellement donner un traitement. Donc c'est vrai que quand le médecin voit un chiffre au niveau de la vitamine D qui est à 32 et que la valeur de référence est entre 30 et 60, lui il va dire tout va bien. Oui, c'est bon. Ouais. Donc voilà, c'est alors que non, le taux Mais oui, non. le taux il est pas optimal. Et d'ailleurs à ce sujet-là, moi je me rappelle qu'à l'époque, les premières prises de sang que j'ai faites, j'avais 23 ans, donc ça remonte à 30 ans. Et j'ai souvenir qu'à l'époque, le minimum au niveau de la vitamine D, c'était 40. Aujourd'hui, on est à 30. Oui, Donc, ça baisse en permanence. peut-être que demain, on sera à 25, 20. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, je veux dire, plus les gens vont être en carence et plus les valeurs de référence vont baisser. Donc, ça va pas dans le bon sens au niveau santé, du moins au niveau des valeurs, ce que doivent analyser les médecins. Et on le voit même au niveau du cholestérol. Moi, à l'époque aussi, je me rappelle que le cholestérol, il fallait être inférieur à 3 grammes. Aujourd'hui, il faut être inférieur à 2. Ouais. Donc tout ça, c'est les lobbies pharmaceutiques qui fait que on permet en biaisant les chiffres de donner des médicaments qui ont Ouais, des de effets plus en plus. secondaires qui sont quand même hyper importants, mis à part quelques exceptions. Mais voilà, ça justifie aussi la prise de médicaments comme les statines et autres. Bien À sûr. partir du moment où on est au-dessus de 2, on essaie de faire peur aux gens, on les alerte, alors qu'en fait, le cholestérol, on sait que il vaut mieux qu'il soit haut que bas, tout en étant équilibré, parce que c'est protecteur. C'est pas Ouais. l'inverse. Donc voilà, donc tout ça, c'est des choses qui font qu'on aussi on rééduque aussi les gens entre guillemets, on les réinforme sur ce qui est la réalité en termes de physiologie. Je vais insister sur un point pour les gens qui nous regardent, c'est que nous, je parle pour toi et moi parce que je te connais suffisamment, on n'est pas du tout contre la médecine allopathique, Ah comme non, tu du l'as tout. précisé, précédemment, elle peut être intéressante et elle est utile dans certains cas. Et ce que je trouve dommage, c'est que justement, alors ça vient sûrement du fait qu'ils ont passé beaucoup d'années d'études à apprendre plus, peut-être plus que nous pour certains, et ils comprennent pas comment on peut, nous, avec moins d'études qu'eux, après tout est relatif, parce que toi, depuis le temps que tu étudies, maintenant, tu as plus d'études que, que majorité des médecins finalement, mais des études autres. Ils ont du mal à comprendre que, en fait, on ne cherche pas à avoir raison, nous on cherche en fait notre objectif principal, c'est de soigner le patient, de l'aider à aller mieux du moins, parce qu'on n'a pas le droit non plus, n'étant pas médecin, d'utiliser le mot soin, d'utiliser le mot patient, Mm. donc d'optimiser la santé du client, on va dire pour qu'il aille mieux. En fait, on cherche pas à dire c'est moi qui ai raison, c'est eux qui ont tort ou ça vaut rien. Non, en fait, il faut justement adapter les accompagnements. C'est pour ça aussi que moi je me suis formé à l'hypnose, que je fais des soins énergétiques aussi. En fait, j'utilise tous les outils possibles à ma disposition pour aider le patient à aller mieux. Et chaque cas est différent, chaque personne est différente, et donc c'est important de prendre ça en compte et d'utiliser le premier levier qui va être le plus efficace sur tel patient, sur tel client ou qui sera différent sur un autre, etc. Et de pas chercher à avoir raison, mais de chercher justement à aller vers la santé du client. Ouais, tout à fait. Exactement. Non, non, Je... Ouais, pardon. on n'est pas du tout contre la médecine allopathique. Notre travail permet d'observer les limites en termes de formation, mais après, on rejoint beaucoup de médecins dans leur raisonnement. Voilà, sauf que on doit être dans la limite de notre travail, c'est éviter de diagnostiquer et de traiter. Voilà, donc tout ce qui est, voilà, moi j'ai pas d'exemple concret, mais ça m'est arrivé 2, 3 fois de dire voilà, là ça relève du médical, il faut que tu ailles le voir. Ouais. C'est voilà, moi je te dis ce qu'il faut faire. Maintenant, c'est le médecin qui doit prendre le relais sur ça. Donc voilà, chacun son métier. Même si beaucoup de médecins font du fonctionnel, voilà, faut quand même laisser à César ce qui revient à César.
Toi qui es ouvert d'esprit, maintenant il y a quelques temps, tu as fait une découverte, toi qui aimes lire, donc les livres de Anthony William, qui se fait appeler Medical Medium. Et pour expliquer rapidement, c'est quelqu'un qui est, alors il est médium de base, il est très tôt dans son enfance, il a entendu des voix, un esprit qui lui disait les maladies que les gens autour de lui avaient. Donc lui, il explique en disant que la première fois que ça lui est arrivé, il était à table avec ses parents et ses grands-parents, et il a vu cette entité se mettre derrière sa grand-mère et lui dire cancer. Donc il n'a pas compris. Il a fini par répéter cancer à sa grand-mère, personne n'a rien compris. Elle a fait des analyses et elle a vu effectivement qu'elle avait un cancer. Ça a commencé comme ça et petit à petit, ben, ça s'est développé. Cette communication avec cette entité qui lui donnait des informations sur les personnes s'est affiné et donc il en a fait son métier en fait de transmettre aux gens quelles maladies ils avaient en leur faisant un scan énergétique. Moi ça me parle parce que ma femme est médium et moi je travaille à Ouais. l'énergétique donc ça peut paraître très bizarre pour les gens qui sont pas ouverts à ça mais en fait nous on cherche pas à prouver que ça existe, on cherche justement et c'est de ça qu'on va parler, à chercher ce qui est vérifiable ou non, chercher ce qui fait sens ou non avec les connaissances scientifiques qu'on a. Donc toi pendant du coup l'année qui a suivi ta découverte, tu as étudié les protocoles de Medical Medium avec un regard scientifique du coup. Euh, J'aimerais te poser la question du coup, qu'est-ce qui t'a intrigué au départ dans cette approche? Alors, petite précision sur ce que tu viens de dire, c'est très important, hein, c'est très juste, mais c'est important de préciser que, et d'ailleurs, peut-être que toi, tu pourras me donner ton avis sur ça ou corréler ça, c'est que Anthony William précise lui-même hein, dans son bouquin, Medical Medium, le premier qu'il a fait, que il s'est qualifié de médium, mais c'est pas un médium comme la plupart des gens le sont, parce qu'il sait qu'il y en a beaucoup. C'est que sa particularité à lui, alors je sais pas si c'est le cas de d'autres personnes, c'est que il a aussi les informations sur sa santé à lui, et ce qui explique que n'ont pas forcément tous les médiums. Ouais, Et il explique aussi qu'il a les informations sur son entourage personnel, toute sa famille. Parce que c'est vrai que beaucoup de médiums, même oui, s'ils le on disent se pas, ils filtre, ont les infos sur les ouais, gens qui viennent consulter, mais qui n'ont pas forcément sur les gens proches ou même eux-mêmes. ouais, c'est Donc vrai. c'est en ce sens-là qu'il dit qu'il est médium, mais il y aurait peut-être un autre qualificatif à lui donner, je sais pas, mais voilà, c'est le seul qu'on peut comprendre. Et donc, euh, donc moi, quand j'ai découvert ce bouquin-là, bon, j'estime aussi que quand on doit arriver à découvrir des choses, elles arrivent à nous. Quand on est, euh, Quand on est vraiment passionné et qu'on vibre pour quelque chose, on tombe sur les bonnes personnes ou sur les bons outils. Et c'est vrai que quand j'ai découvert Medical Medium, j'ai eu comme un flash. En fait, je me suis dit, mais c'est ça qui me manquait pour vraiment aller encore plus loin. Et du coup, j'ai lu le bouquin 2 fois. Le premier, Medical Medium. Et j'en revenais pas parce que c'est vrai, au-delà de son histoire que tu racontes brièvement, c'est surtout mon intuition, ma petite voix intérieure que j'ai toujours écoutée euh, et qui me fait dire que c'est vrai. Alors bien sûr, oui, il n'y a pas d'études, personne va me confirmer que c'est vrai ou pas, mais il y a ma conviction personnelle et tu sais qu'il y a aussi mon sens, on va dire scientifique, qui fait que de suite, je me suis mis. En fait, si tu veux, alors c'est pas que je m'y suis mis parce que j'ai lu, je m'y suis mis parce que si tu veux, ce qu'il expliquait, ça me parlait parce qu'en fait, j'étais dedans en termes de Eh symptômes. oui, Tu vois, donc c'est la première chose. Moi qui suis au top au niveau supplémentation hormonale, avec ma TRT, avec mon traitement thyroïdien, avec ma DHEA, voilà, tout ça sous traitement médical, avec toutes mes vitamines, mes minéraux, le sport, l'alimentation. Et j'avais toujours cette fatigue chronique-là qui était persistante et qui fait que je me disais, mais quelle réponse je peux apporter à ça et quand je suis tombé sur Anthony Williams, j'ai compris que c'était ça la réponse. Et même sans avoir, même bien avant d'avoir attaqué ces protocoles ou testé tout ce qu'ils conseillent, je savais que c'était ça en fait. Et parce que j'avais quasiment tout testé avant. eh oui. Et donc quand j'ai commencé à tester, je me suis aperçu assez rapidement des résultats. Mais c'est des résultats qui se font avec le temps parce qu'on s'aperçoit de symptômes. Tu sais, quand on a des symptômes qui sont pas forcément invivables entre guillemets, Eh mais oui, qui sont récurrents, on s'habitue presque à vivre avec et on finit même psychologiquement, mentalement, à se dire que c'est normal ouais, puisqu'on on s'y s'habitue à ça. identifie. Donc on se dit ben voilà c'est la vie comme ça et non au final non. Donc du coup ça a pris énormément de temps. Euh, mais je me suis rendu compte en fait des effets positifs. D'ailleurs j'ai fait un post hier là-dessus Oui, que tu as dû lire et voilà donc ça a amélioré énormément de choses chez moi. Alors tout n'est pas réglé bien sûr à 100% parce que je pense que ça prend plus
de temps en termes plus d'années que de mois. Mais je sais que ça fait un bien fou en fait et du coup ça a changé complètement ma vision de la nutrition que j'avais. Alors pas complètement, mais sur beaucoup d'aspects. Ouais, je te disais donc ouais, donc on s'habitue aux symptômes qu'on a et on se dit que c'est normal et puis on vit comme ça, on vit avec parce qu'il n'y a pas de solution. Et quand j'ai testé, donc j'ai vraiment senti la différence. Le première différence que j'ai sentie, c'est vraiment au niveau de la digestion et de l'appétit. En Ouais. fait, ça faisait plusieurs mois déjà, même presque une année, que je me levais sans appétit le matin. Donc je me disais, bon, j'ai toujours eu l'appétit le matin en me levant, ça allait pas. Et ce qui est intéressant aussi, c'est pas simplement de tester ces protocoles, c'est qu'il t'explique en fait au niveau physiologie. C'est ça qui est super Oui, intéressant chez Anthony Williams. C'est pas juste qu'il te dit voilà, il faut manger ça ou boire ça. Il t'explique en fait pourquoi tu as ces symptômes-là. Et c'est ça qui est intéressant et qui me fait, moi, me persuader parce que lui, il a jamais fait d'études de médecine, donc voilà, il a pas passé 20 ans à étudier les études, c'est qui d'ailleurs ne mentionne rien, très peu de ce que lui mentionne, donc tu dis, bon, il doit le sortir de quelque part. oui, Bon, et voilà, c'est tout très le monde le juste. sait, on connaît la source, donc voilà, et puis voilà, puis quand tu vois avec le temps que ça fonctionne, et comme je te disais, ça a remis en question beaucoup de choses sur la nutrition que je croyais vraies via le bodybuilding, via le fitness, via la musculation. Et en fait, j'ai même pu constater en, en examinant ce qu'on appelle les métabolites organiques urinaires, donc qui renseignent sur le module fongique et bactérien au niveau intestinal. Je me suis rendu compte que, alors j'en ai pas fait 50, mais j'en ai fait une dizaine, je me suis rendu compte que tous ceux qui étaient avec des régimes bodybuilder, donc en Ouais. hyperprotéinés, pas forcément très haut, parce que moi je suis toujours dans des dosages qui restent à peu près corrects. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ils étaient tous en excès de bactéries de putréfaction, qui est dû à Ouais. l'excès de protéines. Ouais. Donc ça, j'ai pu le confirmer à 100% sur la dizaine de bilans MOU que j'ai fait, que tous ceux qui sont en hyperprotéinés sont en excès de bactéries de putréfaction. Donc forcément, ça engendre plein de problèmes qui font que sur la longue, ça fatigue le foie. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un foie qui est pas forcément enflammé, donc avec des azathalate normaux, mais qui, pour reprendre l'expression d'Anthony, donne un foie lent et stagnant. Et à Stagnant, partir du moment où tu as un foie lent et stagnant, ben, tu digères moins bien. Donc voilà, c'est une boucle en fait. Et donc c'est là que tu te rends compte qu'en fait, moi j'étais dans ce principe-là de fonctionnement depuis plus de 30 ans. Hein. eh oui, Même ben si oui, je fais c'est plus de par compète ton boulot. aujourd'hui, je restais quand même en hyperprotéiné pour maintenir ma masse musculaire. Et je me suis rendu compte que j'étais dans le faux. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'avec à peine 100 grammes de protéines par jour, alors qu'avant j'étais à 200, ben non seulement je prépare de muscle, mais je continue à en prendre. Eh oui. Donc c'est là que tu te dis, bon, mais oui, j'étais dans le faux, croyant être dans le vrai pendant des années, voire des décennies. Ça, c'est important. Justement, je vais appuyer là-dessus. C'est une des choses qui est importante et qui prouve à quel point, justement, tu testes et tu es capable de te remettre en question. C'est que par ton métier, donc déjà, par ton passé, tu as été bodybuilder professionnel. Tu as suivi, justement, tu as préparé des bodybuilders pendant quasiment toute ta vie jusqu'à présent. Et dans le bodybuilding, dans ce milieu-là, justement, on dit qu'il faut au minimum, on va dire, 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps pour des personnes qui veulent faire la prise de masse. Il y en a qui montent même plus haut. Et le truc, c'est que pendant des années, tu as vérifié que ça marchait, puisque effectivement, tu voyais de la prise de masse chez les gens, tu le voyais chez toi. Et donc, tout allait dans le sens de les études, les autres coachs et tout le monde allait dans ce sens de dire, il faut ce dosage-là puisque ça marche. Et là où tu as été fort, c'est de te remettre en question et de te dire, OK, même si pendant des années ça a marché, même si tout le monde fait ça depuis des années que ça marche, je vais peut-être essayer de voir ce qui se passe en réduisant, même si ça paraît du coup complètement contre-productif et aller à contresens de ce qu'on connaît. Et tu l'as testé, je l'ai testé aussi, et effectivement ça marche, et c'est assez perturbant, mais c'est vérifiable et vérifié par nous. Alors c'est vrai que c'est très perturbant parce que quand on reste formaté, tu vois, on a tous été plus ou moins, du moins dans mon secteur à moi, le fait que c'est l'hyperprotéiné qui donne la masse musculaire, qui donne l'hypertrophie musculaire, rien n'a été plus faux. Ça a été dur de passer ce cap-là, en fait. Parce que je dis, voilà, attends, J'imagine. je suis à 200 grammes, si je descends à 100, je vais perdre du muscle. En fait, Ouais, non. Non, mais en fait, il faut passer par ce cap-là, de se dire, bon, ben, j'ai rien à perdre à tester. Au pire, si je perds du muscle, je vais le voir de suite, donc j'arrête. Tu ouais, vois, donc je me suis dit, bon, j'ai rien à perdre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que non seulement j'ai pas perdu de muscle, j'ai continué à en prendre, mais surtout, j'ai perdu du gras et de l'eau. Et donc j'ai perdu du poids, mais j'avais encore plus d'énergie parce que forcément
Entre autres, le jus de céleri a fait partir la fatigue que j'avais quotidienne. Et, euh, et là, je me suis rendu compte, mais en fait, ouais, ça fonctionne. Et quand tu vois, que tu ressens toi les effets physiologiquement, et même mentalement, hein, puisque ça enlevait pas mal de brouillard mental, je te dis, bon, ben ouais, c'est ce gars-là, il raconte pas n'importe quoi, tu vois. Même si au Oui, fond, ben moi, oui, je c'est savais ça. que c'était pas le cas, mais ça peut être aussi le raisonnement d'autres personnes qui ont testé, tu vois. Dis, bon, tu testes, tu verras bien. Et voilà, donc le plus dur, c'est ça, c'est de sortir de son formatage et de se dire, bon, voilà, il faut tester. Moi, je me suis rendu compte, en fait, que mon corps n'avait pas besoin d'autant de protéines. Sauf, petite anecdote, j'avais déjà eu une alerte de la vie, entre guillemets, quand j'étais bodybuilder, parce que j'étais suivi, le seul préparateur que j'ai eu en bodybuilding, pas la peine de citer son nom parce que personne ne le connaît et c'est pas important, qui à l'époque était connu pour la qualité de ses préparations. Il faisait tourner tous ses athlètes entre 3,5 et 4 grammes de protéines par kilo poids, quoi. Oui, c'est énorme. Donc je te dis pas l'excès de protéines. Et puis en 2004, donc ça remonte à plus de 20 ans, un ami à moi, ostéopathe sur Toulouse, me dit Laurent, voilà, il y a un bouquin qui vient de sortir parce que moi, j'étais déjà à fond dans la nutrition et tout ça. Il me dit, ça s'appelle Quatre régimes, quatre groupes sanguins. Et du naturopathe canadien Peter J. D'Adamo. Oui, Et, et je lis ce bouquin, voilà, et je me rends compte que mon groupe sanguin étant le groupe A, positif, ben, lui t'expliquait qu'en fait, les groupes A supportaient très mal les régimes hyperprotéinés et que ça faisait faire du gras et de la rétention d'eau. Et donc là, j'avais la réponse à ma question, ben, pourquoi j'arrivais sur scène pas écorché, ouais, fatigué, flotteux. donc obligé de prendre des diurétiques. À l'époque, tout le monde en prenait. Voilà, Oui, c'était logique d'en prendre, même si on était sec, ils t'en prenaient encore plus pour être encore plus sec, mais bon voilà. Et donc, j'ai eu posé la question à mon préparateur en ayant eu ce livre, sans lui avoir dit que je l'avais lu. Il me dit, mais comment ça se fait que, je lui dis, mais comment ça se fait que je fais toujours rétention d'eau par rapport à d'autres? Il me dit, mais c'est ta constitution, c'est comme ça. Et là, j'avais compris, en fait, que, en voyant ses limites à lui par rapport à ses connaissances, ben, je oui, me suis dit, ben voilà, je vais tester sur moi. Entre-temps, je m'étais fait opérer du genou en 2003, dans ma rééducation passée, ben, je me suis repréparé tout seul cette fois, en respectant, ou du moins en appliquant les conseils qui étaient dans ce bouquin-là, au niveau des aliments qu'il fallait privilégier, surtout en termes de quantité de protéines. Et là, je suis arrivé dans la meilleure forme de ma vie, très très sec, j'avais pas perdu de masse musculaire, et j'étais descendu à 2 grammes par kilo poids de corps pendant ma préparation, ok, pendant ouais, ma phase de préparation. Et donc c'est là que j'ai compris en fait que ça fonctionne aussi. Donc j'avais déjà eu cette première alerte là, et c'est sûr qu'avec Medical Medium, maintenant je prépare plus de compétition, ben lui il va encore plus loin en termes de santé. Là c'était juste pour la masse musculaire dans le bodybuilding, mais si on regarde ce que lui dit et ce qui est, alors par contre il y a une étude qui a été relayée par Bruno Lacroix qui informait le fait que il y avait aucune différence dans le maintien de la masse musculaire entre un régime à 1,8, alors tout en faisant du sport, hein, ouais, 1,8 grammes de protéines et 1,3. oui, Ça veut dire que tu sois à 1,8 ou à 1,3 oui, t'as de le même. protéines, tu perdras Ouais, pas de muscle quand même. Donc après, il n'y a pas d'études qui sont allées en dessous. Et la dernière étude qui sort et qui donne ces chiffres-là en dit long sur le fait que ben voilà, il n'y a pas forcément besoin oui, il y d'autant en de a, oui, protéines, parce que dans tous les cas, ce que ton corps va pas fixer, tous tes organes liés à la digestion vont gérer cet excès-là pour ouais, ils vont l'éliminer. devoir le Donc, traiter. du coup, ben, c'est pour ça qu'il y a aussi autant de foie lent et stagnant qu'on peut malheureusement ne pas voir sur les prises de sang, parce que comme l'explique si justement Anthony Williams, et c'est là qu'il est très fort, parce qu'il donne des choses qui vont être découverte dans quelques années, et il les Oui, donne déjà dans son bouquin. Il explique entre autres, ça c'est sur ce point-là, puisqu'on parle du côté protéiné, ça il dit que toutes les protéines qu'il y a, la plupart des protéines qu'on a, sont aussi riches en gras, donc c'est protéines plus gras. Il dit que dans le poulet, il y a beaucoup plus de gras qu'on le dit, donc le bœuf, bien sûr, toutes les protéines, et qui dit protéines dit gras aussi, et en fait il dit que le problème vient de là, et non pas forcément des glucides, notamment au niveau des fruits, et que l'excès de protéines et de glucides, c'est ça qui rend le foie lent et stagnant. Et donc après un genre de problème digestif qui se répercute sur le microbiote, et ainsi de suite. Et donc si tu as un excès de protéines sur ça, ben forcément, comme je dis, tu te retrouves avec un excès de bactéries de putréfaction, développement du candida, enfin, il y a plein de choses qui peuvent survenir. Et donc tout ça, c'est bien, très bien détaillé et expliqué par Anthony Williams. Et il dit que logiquement, on ne devrait pas avoir besoin de plus de, alors en fonction du type d'homme ou femme ou en fonction du sport, entre 50 et 100 grammes de protéines. oui,
Ça n'a rien à Voilà. voir avec ce qui est recommandé. Voilà, donc ce que je disais au niveau du foie, c'est que lui, il te dit, voilà, aujourd'hui, la science n'a que 4 valeurs enzymatiques. Je parle des enzymes, hein, pas de LDH et du fibre, donc pour les fibroses et les lésions tissulaires. Mais au niveau enzymatique, il n'y en a que 4. C'est gamma GT, donc le azatalate et phosphatase alcaline. Il n'y en a que 4. Ouais. Anthony Williams nous révèle qu'en fait, il y a plus de 30 enzymes dans le foie. Et que si ces 30 enzymes étaient reconnus par la science, ça permettrait de détecter exactement le problème précis qu'a le foie au niveau de son dysfonctionnement. Chose qu'aujourd'hui on peut pas. C'est-à-dire que si tu as les azates et alates qui sont normales, ben on va te dire que tu n'as pas Oui, en fait, d'inflammation. tout Mais va tu bien. peux ne pas avoir d'inflammation et avoir un foie lent et stagnant. Ouais. Tout ça, en fait, on n'a pas encore les outils, on a très peu d'outils pour évaluer la santé du foie. Voilà, c'était pour revenir sur ça, mais c'était important de le signaler. Oui. Ça aussi, je comprends que ça puisse perturber certaines personnes, surtout les sceptiques qui disent ouais, ben c'est facile d'avancer des théories comme ça, alors que pour le moment, ben, vu qu'on les connaît pas, on peut pas les vérifier, qui Hum, nous dit que c'est vrai, quoi. Mais en fait, je pense qu'il est aussi dans la même optique que nous là-dessus, c'est de pas chercher, de pas vouloir prouver quoi que ce soit. En hum. fait, lui, il partage ce que cette entité lui transmet pour informer le plus grand nombre et ceux qui sont ouverts à ça, et ceux qui veulent le tester, expérimenter. Mais Ouais. après, voilà, il n'y a pas de. En fait, Après, il y a quelque chose de plus simple à faire, hein. C'est ce que le mot employé en termes de médical, c'est le clinique, c'est les symptômes. Tu as une prise de sang où tu as azatalate, gamma GT, phosphatase alcaline qui sont normaux. Tu as peut-être un petit signe sur la bilirubine qui est un petit peu élevé, tu vois. Et puis, oui, au final, un médecin dirait, mais tout va bien. Sauf que si tu commences à regarder les symptômes au niveau digestif, tu t'aperçois qu'il y a 1, 2, 3, 5, 10 symptômes digestifs qui ouais, se cumulent. Et là, tu te dis, bon, il y a un problème au niveau du foie. Mais la prise de sang nous dit que non. Donc, si tu t'arrêtes au raisonnement médical, tu vas dire tout va bien. Sauf que si tu te focalises sur les symptômes, là, tu vas comprendre qu'il y a un foie qui est pas en forme. ouais, Et dans le bouquin sur le foie, quand il t'explique tout ce qui se passe dans le foie, que c'est l'organe qui nous protège le plus de toutes les pathologies, qui garde stocké toutes les antibiothérapies que tu as connues à l'adolescence ou à l'enfance, protégé, et que c'est ça qui à la longue rend le foie lent et stagnant. Donc si tu cumules les antibiothéraphies pendant des années ou jusqu'à l'âge adulte, c'est ça qui va faire que ton foie à un moment donné va être lent et stagnant et des symptômes vont apparaître. Je précise même l'âge, c'est-à-dire que chez la femme c'est à partir de 38 ans et chez l'homme à partir de 48. Alors ouais, il peut y avoir des variantes, mais tout ça c'est des précisions qui sont très claires. D'ailleurs on le voit si tu compares. En fait moi je le vois, j'ai beaucoup de corrélations entre ce que dit Anthony Williams dans ses bouquins et ce que moi, je commence à observer progressivement parce que j'essaie toujours de faire un lien avec ce qu'il dit et ce que moi je peux observer. Alors j'en suis très loin, j'en suis qu'au début, hein, oui. parce que ça fait à peine 2 ans que j'ai découvert ça. Mais je sais je sais qu'il y a beaucoup de choses vraies, pour pas dire tout est vrai, parce que tu peux pas. Oui, il y a encore ce raisonnement qui dit qu'on peut pas tout vérifier, mais je sais que ce que dit Anthony Williams, voilà, il le dit vraiment pour aider un maximum de gens. D'ailleurs, si il fait plus de consultations aujourd'hui, ou peut-être sur des gens VIP qui le contactent directement. S'il a écrit ses bouquins, c'est pour aider un maximum de gens, hein. Eh ben oui, pour Donc transmettre l'info. voilà, c'est parce lui à lui seul, il peut pas traiter tous les gens de la Non, planète tout le qui ont des monde. problèmes de santé chronique, hein. Donc voilà, il contribue de cette manière-là à aider un maximum de gens. Et puis quand tu vois, si tu le suis sur les réseaux, quand tu vois les milliers de résultats qu'il a, c'est hallucinant et ça va au-delà d'un simple médecin qui traiterait des milliers, des centaines de patients. Ça va au-delà de ça. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'a aussi convaincu, si tu veux, dans le fait que ce qu'il préconise, c'est juste, pour employer un terme simple, c'est que dans les bouquins, je sais pas si tu les as, les bouquins où il y a les protocoles, c'est les protocoles lecture et recettes, Ouais, les 50 premières pages, ou 30, ouais, ou 30 ou 50 premières pages, c'est que des témoignages, oui, mais des ouais, c'est témoignages impressionnant. de personnalité. Ouais, C'est-à-dire que tu as Tony Robbins, tu as Sylvester Stallone, ouais. tu Il as y a The Dwayne Rock, Johnson, ouais, The tu as Rock. The Rock, et Mm. d'ailleurs, il remercie dans ce bouquin-là, il remercie Anthony d'avoir soigné sa fille, pour lequel il avait jamais trouvé de solution au niveau médical. T'as Robert De Niro, enfin après t'as d'autres acteurs, d'autres patrons de la tech aux États-Unis même des médecins, t'as même des médecins qui témoignent. Et d'ailleurs, je pense que le fait d'approuver tout ce que fait Anthony Williams, je pense que ça viendra également des États-Unis. D'ailleurs, c'est pas un hasard, pour moi il a été choisi là-bas, du moins dans ce pays-là, parce que s'il a Ouais. été choisi en France, il y a longtemps qu'on l'aurait mis en prison, donc on aurait fait tout pour le faire taire, Oui, c'est sûr. pour pas dire plus. Mais je pense que
comment dire, la confirmation scientifique de tout ce qu'il dit. Alors, est-ce que ça viendra post-mortem par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui ou pas? Mais je suis persuadé que ça viendra là-bas parce que tu as de plus en plus de médecins qui se focalisent sur ce qu'ils préconisent. Et je pense que dans pas longtemps, il y aura des choses qui vont sortir et qui vont montrer que, en fait, que ce qu'il dit, c'est vrai. Mais Donc, forcément, ça va aller dans le bon sens parce que rien que par tout à exemple, fait. tu prends l'exemple des enzymes, les enzymes hépatiques, pardon. Vu que la médecine ne les connaît pas pour le moment, ça aurait pu mettre de 10, 20, 30, 50 ans pour les rechercher. Alors que là, justement, les médecins qui se penchent sur son cas, qui soit ont expérimenté directement en étant soignés par lui ou par ses protocoles, qui du coup croient en ce qu'il fait, en ce qu'il dit, vont pousser la recherche Tout vraiment à fait. dans cet axe-là et vont peut-être justement découvrir plus rapidement que prévu, même Mais si je crois pas au tu sais, hasard. moi je pense que c'est pas un hasard, c'est un petit clin d'œil de l'univers, parce que forcément tout ce qu'il dit, ça vient de l'esprit. Donc je pense que c'est un petit clin d'œil de l'univers quand il donne ces infos-là, c'est-à-dire que voilà, ça sera découvert dans 10 ans. Ouais. Donc le médecin ou le chercheur qui dit ça, mais bon, voilà, il faut s'y mettre. Tu vois, Et quelque oui. part, en gros, il donne les pistes de travail pour les Ah oui. chercheurs. Tu vois, donc ça c'est intéressant. Et il en parle aussi sur les myrtilles sauvages et qui dit que je sais plus exactement le temps qu'il donne, mais il dit qu'un jour sera découvert toutes les propriétés des myrtilles et qu'on mettra en avant vraiment ces propriétés et qu'on conseillera aux gens d'en manger. Donc ça, c'est Euh, clair. donc voilà, on en est qu'au début, mais tu verras que ça va aller dans le bon sens euh, dans les années à venir. Donc le temps va jouer pour la santé de l'humanité en tout cas. Oui, bien sûr. Mais c'est le but, de toute façon, c'est notre travail à tous permanent. Si tu devais citer, du coup, quelques compléments alimentaires spécifiques, là, en termes d'aliments, tu as parlé des myrtilles sauvages et du céleri, qui sont pour moi les deux aliments prioritaires vraiment santé. Si tu devais citer quelques compléments alimentaires qui peuvent aider on va dire, dans la globalité des pathologies qu'on rencontre, maladies chroniques ou autres, ce serait quoi? Alors, il y en a plusieurs. Je dirais que le premier, c'est la lysine. Pourquoi? Parce que pour en revenir toujours au foie, Anthony Williams nous dit que, d'ailleurs je le rejoins sur ce point, hein, le contraire serait étonnant, qu'on a la plupart de la population a un foie lent et stagnant. Pour plusieurs raisons, hein. Les quatre menaces, c'est que ce soit les pesticides, les herbicides, les fongicides, la pollution, les métaux lourds et autres. Bon, voilà, on a un foie qui est fatigué très rapidement, ce qui n'était pas le cas il y a plusieurs décennies. Donc la lysine, pourquoi? Parce que c'est l'un des meilleurs antivirales, acide aminé antiviral. Les virus détestent la lysine, notamment ceux qui sont stockés au niveau du foie, donc ça déloge, on va dire, les virus qui sont dans le foie, et surtout ça neutralise un petit peu les neurotoxines virales, et ça augmente l'immunité du foie. Donc ça, je dirais que c'est un complément qu'il faut d'entrée de jeu prendre et qui est très simple à prendre, et tu peux le prendre en gélule ou en poudre directement, quoi, Ouais. matin et soir. Euh, je dirais également la B12. Mais la B12, il faut la prendre toujours avec les deux formes actives, la méthyle et l'adénosine. Adénosine. Ouais. Voilà. Ça, c'est important pour avoir un effet à la fois au niveau de l'énergie, mais aussi au niveau neurologique, hein, puisque c'est l'adénosine qui va avoir cet effet-là. Pourquoi? Parce que la B12 est fabriquée par notre intestin, une partie de l'intestin qui s'appelle l'iléo, et que forcément avec tout le problème digestif qu'on a, la plupart des gens sont carencés en B12. Donc ça, c'est hyper important d'avoir quotidiennement et sur du long terme de la B12 sous ces deux formes actives. Je dirais la vitamine C parce qu'on la synthétise pas, donc pareil, ça a l'air basique, tout bête, mais voilà, mais c'est vrai que les gens, il faut pas qu'ils aillent dans une pharmacie prendre l'acide ascorbique parce que c'est irritant pour le système digestif. Ce qu'il y a de mieux aujourd'hui, alors il y a deux formes qui sont intéressantes. Celle qui est pas liposomale, c'est l'ascorbate de sodium. Celle qui est liposomale, c'est la vitamine C liposomale, ce sont les deux formes les plus intéressantes. Celle que préconise, que conseille Anthony Williams, c'est l'ester C. Ouais. Donc je dirais que au total, il y en a trois, donc après c'est au choix des gens en fonction de leur budget. Mais la vitamine C, il faudrait qu'on en prenne au minimum entre 1 et 3 grammes par jour, idéalement. Hum, Et on sait aujourd'hui, sans parler d'Anthony Williams, que les études montrent qu'il y a un rallongement de la vie, donc entre 3 et 5 ans en fonction du dosage, quand on prend de la vitamine C. Donc bon, ça c'est acté. Voilà, je veux dire, il faut être bête pas bête, Oui. il faut être innocent ou pas vouloir vivre en bonne santé pour dire voilà, je prends pas de vitamine C, quoi. Voilà. Après, ce que je sais, c'est qu'on peut prendre aussi beaucoup d'aliments, en plus de la vitamine C, qui sont riches en vitamine C, comme les agrumes, le Ouais. kiwi notamment. Les poivrons aussi. Ouais, voilà, donc il y a beaucoup de fruits aussi qui viennent apporter une vitamine C qui, elle, est plus
comment emploie le terme, Anthony, plus bioactive que la liposomale ou autre. Donc c'est un bon complément. Moi, j'allie toujours les deux maintenant. Ah oui. Depuis la découverte d'Anthony, avec toujours l'ascorbate de sodium. Ouais, les fruits sont importants d'ailleurs, c'est un point sur lequel il faut insister, qu'on mange pas du tout assez de fruits quotidiennement. Et qui font partie justement des aliments à intégrer, ne serait-ce que pour leur apport en énergie, grâce au fructose déjà, mais également justement tout ce qu'il y a derrière, les vitamines, les minéraux, les antioxydants, les polyphénols, et cetera. Ce qui est marrant, c'est que moi, depuis que je suis entraîneur, j'ai jamais mangé autant de fruits de ma vie. Ouais. Et je grossis pas, je sèche, tu vois. Donc, et puis mes analyses de sang sont parfaites au niveau glycémie, tu vois. Et d'ailleurs, dans le bouquin, les aliments qui vont transformer votre vie, sur le kiwi, il précise que c'est un fruit qui agit à la fois contre l'hypo et l'hyper. Ouais. Tu vois, donc voilà, si les gens, parce que dès qu'on parle de sucre, on dit ouais, il y a du sucre dans le fruit, donc même si on sait que c'est du fructose, et le corps médical de attention, pas trop de fruits, alors qu'en fait c'est dans les fruits qu'on a tous les polyphénols, les vitamines, les minéraux et plein de choses qu'on connaît pas encore, que la science ne connaît pas encore, hein, comme le dit Anthony, qu'on découvrira plus tard, qui sont essentiels à la santé, tu vois. Et que c'est du sucre qui est pas métabolisé pareil Exactement. que tous les sucres en fait. Il est métabolisé au niveau du foie et c'est pas du tout géré pareil en fait. Tout à fait. Donc ça Donc c'est important les gens, c'est vrai que il faut insister là-dessus même pour les personnes diabétiques. Premier conseil que donnent les médecins, c'est arrêter toute forme de sucre, y compris les fruits, et compenser du coup par protéines et lipides. Et ça pose du coup le problème que tu citais tout à l'heure, c'est qu'après ça surcharge le foie, ça finit par épuiser aussi le pancréas, etc. Et donc en fait ça accentue le problème du diabétique au lieu de l'aider. Alors que si on pouvait lui faire manger un peu plus de fruits, de miel par exemple, en étant suivi par un professionnel, ça pourrait grandement améliorer leur situation. ah, tout à fait. Pour aller dans le prolongement de ta question, hein, pour les compléments à conseiller, alors c'est pas des compléments, c'est plutôt je dirais un groupe de compléments qui est hyper important parce que dans les bouquins d'Anthony Lyons, on découvre aussi tout ce qu'il y a de mieux en termes de détox, notamment au niveau des métaux lourds. Et donc je pense que moi, tout le monde devrait faire une détox des métaux lourds. Parce qu'en fait, si tu veux, la limite qu'on a au niveau scientifique, c'est que tu peux faire un dosage sanguin urinaire des métaux lourds, mais ça te donne pas la quantité de métaux lourds qui est stockée, par exemple, au niveau du cerveau. Ouais. Et malheureusement, la science n'est pas encore au point pour évaluer ça. Euh, donc ça donne un aperçu, mais c'est pas parce que les taux sont normaux qu'il y a forcément un taux de mercure bas au niveau Ouais. cérébral, par exemple, pour parler du mercure. Donc je pense que tout le monde devrait faire au moins une cure de détox des métaux lourds. Et ce qui est hyper troublant et moi qui m'a fait halluciner, c'est que beaucoup de gens, même des naturaux, ouais, qui disent qu'il faut absolument prendre la chlorella pour détoxifier les métaux lourds, qu'en fait, Anthony Lyon dit que c'est le contraire, il faut surtout pas en prendre. Pas que ce soit nocif pour la santé, mais que ça n'a pas du tout les effets chélateurs Escompté. au niveau des métaux lourds. Et donc, quand il donne sa formule à lui, qui est le groupement de 5, voire même 6, si on va très loin, qui sont donc déjà le meilleur aliment chélateur des métaux lourds au niveau cérébral, Myrtille. c'est la myrtille sauvage, déjà. Donc ça fait un. Ensuite, il faut y rajouter, pour avoir un effet sur les métaux lourds, la spiruline, le jus d'herbe d'orge, le troisième. Le quatrième, c'est la coriandre. Alors la coriandre, il conseille de la prendre fraîche. Alors c'est Ouais. compliqué pour le conserver. Moi, ce que j'achète, j'achète la coriandre fraîche congelée. Ok. Je retrouve ça à Intermarché pour les Ouais. Français. Et du coup, donc il y a ça. Et le cinquième, c'est la Bus atlantique. C'est une algue en fait, hein, que tu peux acheter en flocon, qui est très fin, Ouais. hein, quasiment en poudre sur iHerb. Ça, c'est les 5 principaux, qui est la meilleure formule. Et tu peux, si tu veux optimiser encore plus l'effet chélateur, tu y rajoutes de la bardane en poudre. Voilà, c'est une plante. Donc la synergie des 5 ou de ces 6 là fait de ce combo-là en fait le meilleur chélateur de métaux. Donc après, c'est difficile oui, quand tu le fais, c'est bien. Moi, je mélange avec des fruits, un petit peu de miel, donc ça passe très très bien. Après, vérifier, comme je t'ai dit, au niveau des métaux lourds urinaires et sanguins, c'est compliqué parce que oui, moi j'ai vu une diminution des taux sanguins et urinaires. Alors, je pense que ça accompagne aussi le fait qu'il y en ait moins aussi au niveau cérébral, au niveau Ouais. cérébral. Mais on peut pas le mesurer. Mais on peut pas le mesurer, donc moi je me suis aux symptômes, c'est tout ce qui est brouillard mental, hein, tout ce qui Ouais. est fatigue, tout ce qui est, voilà, parce que il y a des métaux lourds, notamment en grande quantité dans le sang ou dans les urines, qui peuvent engendrer énormément de fatigue, notamment le mercure. D'ailleurs, c'était le cas, je sais pas si je t'en avais parlé de ça. Ça aussi, quand on parle des métaux lourds, c'était le cas de
d'une histoire personnelle qu'avait raconté Anthony Robbins, pardon, le coach Ouais. international, qui a raconté, parce il fait une journée dans ses séminaires sur l'aspect santé, l'aspect longévité, et il expliquait que lui, il avait connu une période de grosse fatigue et qu'il savait pas d'où ça venait. Et quand il a fait l'analyse de ses métaux lourds, ils sont aperçus qu'il avait 50 fois le taux maximum de mercure dans le sang ou Oui, dans les c'est urines, énorme. pardon. Ouais. Et donc en fait, quand on lui a posé des questions sur son alimentation, en fait, il a répondu simplement qu'il mangeait tous les jours de l'espadon. Et donc voilà, ouais, forcément, il a su la cause de ce problème-là, et forcément, bien Oui. sûr, il a dû faire une détox, je sais pas laquelle d'ailleurs, mais en tout cas, il a stoppé la consommation d'espadon, et bien sûr, après, ça s'est rétabli. Mais c'est juste pour te montrer qu'en fait, on est tous plus ou moins intoxiqués dans les gros métaux lourds, et qu'il y a genre des symptômes pour lesquels la médecine fait pas forcément le lien avec ces métaux-là, et je pense que c'est important. Donc la première chose à faire, c'est de se débarrasser des métaux lourds, parce qu'on est tous intoxiqués. Et Ouais. d'ailleurs, Anthony Williams précise, ça peut se prouver scientifiquement, mais il suffit d'analyser, que tous les pesticides, fongicides et herbicides dont on connaît les effets délétères sur la santé contiennent tous des métaux. Déjà. Ouais. Donc bon, rien que ça suffit à, voilà. Après, il y a tous les métaux lourds qu'on a autour au quotidien, que ce soit dans la cuisine avec l'aluminium, les déodorants, qui sont riches en aluminium également. Enfin voilà, il y a tout. Il y a pas, c'est difficile d'arriver à faire, Dans l'eau, dans le ciel, oui, sur oui. les légumes, partout. Il y en a partout de plus en plus dans Ouais, les mais, vaccins. d'ailleurs, tu l'as vu, Ouais. j'avais fait je sais pas si c'est une story, oui, ça avait fait une story ou un post sur le fait qu'on a découvert récemment en France, Ouais, qu'il pleut dans l'analyse des. de l'eau de pluie, qu'il y avait plus de 32 pesticides, et des Ouais. pesticides qui étaient interdits depuis des décennies. Donc, ça Ouais. veut dire que les nuages se déplacent enfin, d'un endroit A à un endroit B, avec des pesticides qui sont peut-être utilisés dans des pays qui sont interdits en France, mais qu'on Ouais. retrouve après Chez nous. sur le sol français. Donc bon, là, quand tu entends ça, tu te dis bon, ben voilà, malheureusement, c'est Mais ça d'ailleurs, il n'y a pas forcément besoin de preuves scientifiques, on l'a tous appris à l'école. La pluie, elle vient d'où? C'est l'eau qui s'évapore ça. de la terre, qui remonte, qui forme des nuages et qui redescend. Et donc, c'est un processus magnifique que l'univers nous offre d'avoir la pluie comme ça en abondance. Mais que tu le veuilles ou non, eh ben, ça remonte ce qu'il y a sur le sol chez nous, dans le ciel, et ça en finit par retomber. Alors chez nous ou ailleurs, comme tu Ah le oui, voilà, précises. absolument. C'est pour ça Ouais, que c'est ça. quand on dit que même moi, j'étais le premier à dire que il faut manger bio, mais quand on me dit ouais, mais le bio, est-ce que c'est oui, le 100% bio n'existe pas. Ne Non, serait-ce que par rapport à ce qu'on vient de dire, par rapport à la pluie. Quand tu as un nuage qui est rempli de pesticides, qui vient d'Amérique du Sud, et qui pleut sur un champ bio, ben ouais, le champ il est plus bio. il est plus bio. Voilà, donc mais il vaut mieux ça que Oui, rien du tout. ça va dans le bon sens, on va dire. Et voilà, c'est le pire des choix, enfin le meilleur des choix, Oui. dans le pire de ce qu'on vit, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a un point aussi qu'il faut aborder qui est important, c'est les microplastiques aussi, qui sont pareil de plus en plus présents partout, pareil dans l'eau, dans les Tupperware, en fait partout dans les aliments, le stockage des aliments, etc. Et ça, il me semble justement que Medical Medium aussi partage un mélange de plantes que tu avais partagé toi aussi. On le Alors fait nous souvent. je l'ai plus en tête parce que j'ai tellement de trucs, mais on peut le Ouais, retrouver sur mon je post, ouais. l'écrirai, je le Je sais qu'il y en partagerai avait sur les. 3, ouais. Je sais qu'il y en avait 3, il y avait 3 plantes en fait, plus en tête. Bon, je pourrais le rechercher, Parce mais que ça c'est important aussi je pense, de le mettre en place au niveau détox. Bon, déjà, il y a les premiers gestes à mettre en place, c'est-à-dire arrêter de boire dans des bouteilles d'eau en plastique, éliminer tous les Tupperware en plastique, faire gaffe à tous les emballages en plastique dans la nourriture. Donc ça, c'est les premières choses à mettre en place, mais également après, du coup, d'accompagner ces gestes-là par de la détox. Donc, vous la partagerai là sur le podcast à l'écran, de faire ça quotidiennement pour justement éliminer au maximum de métaux lourds. Parce qu'il y a les études déjà, je crois que c'était là, il y a presque 2 ans déjà, il y avait des études qui prouvaient qu'on mangeait, qu'on avalait l'équivalent d'une demi-carte bleue en microplastique par mois, je crois, ce qui est énorme. Donc il faut que l'organisme puisse le gérer. Et on se rend compte, il avait partagé il y a pas très très longtemps, le docteur Nunez, qu'au niveau des artères, par exemple, il y a énormément de microplastiques qui s'accumulent aussi au niveau des artères et qui créent de la plaque d'athérome. Donc ça vient pas spécifiquement que du gras qui s'oxyde, enfin de la matière oxydante, ça vient aussi des microplastiques. Et donc ça, c'est important de le ouais. souligner. Alors ça, c'est encore quelque chose qui se rajoute, tu vois. Les gens sont tellement submergés d'infos qui sont nuisibles pour leur santé qu'ils se disent, mais au final, en fait, on est empoisonné de toutes Oui, en parts. permanence. Et c'est ça. Et la vérité, elle est là, en fait. C'est ça qui est triste. Mais les gens ne s'en rendent pas compte parce que si tu veux, c'est une intoxication qui est complètement asymptomatique. Ouais, C'est-à-dire que tu silencieuse. vas boire dans une bouteille d'eau. Alors, je précise une chose pour revenir sur le côté asymptomatique, c'est que
On sait aujourd'hui que même les bouteilles d'eau en verre sont contaminées en microplastique. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas dû au contenant, donc le plastique ou le verre, c'est dû aux nappes phréatiques. On sait Ouais. qu'aujourd'hui, qu'il y a des microplastiques dans les nappes phréatiques, donc ça veut dire que tu le retrouves dans toutes les sources d'eau. Enfin, toutes les sources, pas les sources de montagne, mais les sources Oui. d'eau, que ce soit l'eau du robinet, que ce soit l'eau en bouteille ou même l'eau en verre. Ils ont même retrouvé plus de microplastiques dans des bouteilles en verre que dans certaines bouteilles en plastique. Et là, ils se sont rendus compte qu'en fait, le lien, l'explication, c'est que c'est les nappes phréatiques qui sont contaminées. Donc Eh ça, ouais, bah oui. il faudrait également que les gens se détoxifient en microplastique. Le problème, c'est comment les éviter. La problématique elle est là, en fait. Et les réduire au maximum, mais c'est toujours difficile dans ce monde, dans le monde actuel, c'est difficile. Mais... Donc il y a l'osmose inversée. Je Ouais. sais pas si c'est vraiment efficace le microplastique. Je sais que ça allait sur les pesticides et autres, les déchets hormonaux et autres, les résidus hormonaux, comme tout ce qui est pilules, contraceptifs et autres. Mais après, je sais pas si c'est efficace sur les microplastiques. Les filtres à gravité aussi, il y a certains Voilà, filtres donc, plus mais efficaces que imagine, d'autres. il faudrait que ce soit tout le monde qui soit équipé de ça. Donc, Ben oui, oui. c'est pas possible, du moins, dans l'immédiat. Oui, Donc, c'est compliqué à la fois de dire aux gens qu'on est intoxiqué de partout. C'est pas pour leur faire peur, c'est que c'est la réalité des choses. Mais il faut que les gens soient informés de ça. Donc voilà, commencer déjà. Je sais que dans Blueprint, le projet Blueprint de Brian Johnson, il met à disposition des kits justement de détection de quantité de microplastiques qu'il y a dans l'organisme. ok. Donc ça, c'est ouvert au public, donc c'est aux États-Unis. Je sais pas si c'est accessible au marché européen, mais dans tous les cas, ça va aller dans le bon sens pour au moins déjà détecter la quantité qu'on a dans le corps et pour pouvoir agir après dans ce sens-là. Alors c'est vrai que Anthony Williams lui donne la tisane entre guillemets avec les trois plantes qui favorisent ou du moins qui éliminent ces microplastiques-là, mais ça sert à rien d'éliminer si tu continues à te contaminer avec. Donc c'est pour ça que Oui, là en sur ce permanence. plan-là, moi je suis toujours en phase d'observation, de voir ce qu'on peut faire, mais vu que je suis pas dans la capacité de détecter aujourd'hui, même s'il y a le kit de Blueprint avec Brian Johnson, moi je pense que je vais le tester d'ici la fin de l'année ou début d'année prochaine, voir la quantité que j'ai moi déjà et Ouais. après attaquer avec la détox, tu vois. Donc, mais c'est vrai que oui, à titre préventif, on pourrait tous faire la détox et métaux lourds, hein. Oui, je Il y a pense. des microplastiques Les avec deux, eux. hein, métaux lourds et microplastiques. Exact. Après, comme tu as dit, le but, c'est pas de faire peur aux gens, mais c'est de leur faire prendre conscience, justement, que tout ça, même si c'est silencieux, c'est des toxines ou des problématiques qui se rajoutent tous les jours à leur corps. Donc, sans forcément vouloir vous faire paniquer ou vouloir vous faire stresser, il faut ouvrir les yeux là-dessus et en fait accepter qu'un corps on en a qu'un, donc si vous voulez le garder jusqu'à la fin, il faut faire en sorte de mettre le plus de chances de son côté de le maintenir en bonne santé, que ce soit par le sport, par l'alimentation, par la complémentation, Ouais, c'est ça. et pas se stresser à chaque fois que on peut manger sainement, faire attention, faire des protocoles de médical médium, mais de temps en temps manger, faire un écart ou plusieurs, c'est pas voilà, il faut pas se stresser là-dessus, mais il faut aller dans le sens de la santé et donc de préserver son corps au maximum en faisant tous les efforts nécessaires, chacun à son rythme, chacun avec ses moyens, avec des filtres à gravité pour l'eau, avec le fait de rincer les fruits et légumes par exemple, sans forcément les frotter pour garder les probiotiques qu'il y a présents dessus. Il y a des petites choses à mettre en place comme ça, qui sont accessibles à tous, mais qu'il faut mettre en place parce que c'est le cumul de petits gestes au quotidien qui fera la différence sur le long terme. C'est ça. Pour Ouais, le finir, pied. je voulais... Oui, Oh vas-y, non, vas-y. vas-y, pardon. Non, je disais que pour corréler ce que tu disais, pour conclure sur ça, c'est que ce qui fait que les gens ne sont pas forcément dans l'action par rapport à ça, c'est que c'est complètement asymptomatique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de douleur. C'est-à-dire que c'est Ouais, pas parce que tu vas boire des microplastiques que tu vas être malade. C'est pas parce que tu vas manger tous les jours du saumon ou de l'espadon que tu vas être malade, du moins de suite, ou du moins que ça va être asymptomatique. Et les gens ont tendance plutôt à attendre qu'il y ait un symptôme qui soit présent pour dire bon mais il y a un problème, qu'est-ce que je fais, d'où ça vient. Et ouais, c'est ça le piège en fait de tous ces polluants-là, c'est que c'est pas des polluants qui vont comme quand tu manges quelque chose qui est pas bon, tu vas être de suite malade, ton corps te dit c'est pas ouais. fait pour moi. Là par contre c'est pernicieux parce que c'est complètement asymptomatique. Et c'est ça qui fait psychologiquement douter les gens sur le fait de dire bon il faut faire ci, il faut faire ça. Ah oui. Et c'est triste, mais bon, ça fait partie du raisonnement humain, mais ça fait partie aussi de notre rôle de sensibiliser les gens sur ce point-là.
Mais ouais, c'est ça, de parler de l'approche préventive surtout, parce que la médecine aussi actuelle pousse en ce sens, c'est-à-dire qu'on attend d'avoir le symptôme pour prendre un médicament et le faire taire. En plus, il y a ce truc-là que le médicament souvent agit rapidement, on se dit ça marche, et les compléments alimentaires, à contrario, c'est plus long. Et les gens, moi j'ai souvent ce retour de me dire, ouais, mais j'ai pris tel complément alimentaire, ça n'a pas marché. Mais si t'en prends qu'un et que tu t'attends à un miracle, c'est normal. Ça peut marcher, sur certains ça peut être le cas. Quand il y a vraiment une carence ciblée ou vraiment ça peut aider, mais c'est pas aussi instantané comme médicament et donc il faut faire la différence entre les deux. Ça aussi, c'est un truc que les gens ont du mal à comprendre, c'est que c'est un truc qui revient souvent, que ce soit par ma famille, des proches ou autres, quand ils te voient prendre la quantité de compléments alimentaires que moi je prends ou que toi tu prends, j'imagine, ils te disent mais, mais qu'est-ce que t'as? T'es malade, t'es atteint d'une grave maladie, pourquoi tu prends autant de gélules? Mais en fait, vu que c'est la même forme, que ce soit comprimé ou gélule, les gens n'arrivent pas à faire la différence entre complément et médicament. C'est ça. En fait, si tu veux, ouais, pour eux, des gélules, c'est des médicaments. Ouais, c'est ça. Il y a ce truc. Alors qu'ils regardent pas ce qu'il y a dedans, ils voient juste l'apparence, en fait. Et Ouais, c'est c'est ce qui est ça. trompeur. Mais ouais, bon. Après, ça, c'est un travail qu'on fait au quotidien, nous, justement, d'informer, Tout à fait. de partager tout ça. Pour finir, je voulais te poser, du coup, une question. Est-ce que tu as trois personnes en particulier qui te viennent comme ça, sans forcément réfléchir, à suivre sur les réseaux, que ce soit Instagram, YouTube ou autre, qui pourraient être justement inspirantes et aller dans ce sens de la santé? Alors, pour les gens qui aiment aller très loin, je dirais Brian Johnson, Ouais, parce que même s'il est dans l'extrême et que très peu de gens peuvent faire ce qu'il fait, il ouvre quand même une voie sur l'aspect longévité et ce qu'on peut faire en termes de suppléments et d'alimentation pour vivre le plus longtemps possible en bonne santé, voire même inverser l'âge biologique par tendance. rapport à l'âge chronologique. Donc ça, on est dans l'extrême, mais je sais que à terme, cette personne-là va ouvrir une voie sur ce qu'on peut faire ou pas en termes de longévité. Donc Brian Johnson. Après, c'est pas pour faire comme lui, c'est juste pour prendre les informations qui sont super intéressantes. Bon, bien sûr, Anthony Williams. Je l'attendais. On va le reciter, mais c'est hyper important pour ce qu'il fait au quotidien. On voit que moi je dirais même que c'est un combat qu'il mène, parce que quand on voit le rythme qu'il a en termes de posts, de podcasts, d'audio sur tous les supports, Spotify, iTunes, tout ça, on voit que c'est quelqu'un qui est dédié à ça et qui est sa mission de vie. D'ailleurs, Ouais, il le dit lui-même dans le livre, il fait il passe sa vie à ça et c'est sa mission de vie qu'il a accepté, qu'on lui a donné. C'est un cadeau, mais voilà, qu'il a accepté, il n'était pas obligé. Mais voilà. Et après, le troisième, difficile à dire parce qu'il y en a beaucoup. eh oui. Alors, un troisième qui va sortir un petit peu du cadre de ce qu'on disait, mais qui peut nous en rapprocher spirituellement, je dirais que c'est Joe Dispenza. Ouais, C'est un scientifique qui a fait le lien entre la science, si tu veux, et le fait de, comment dire, de sublimer sa vie, pour employer un terme général, que ce soit par le fait de guérir, de s'auto-guérir, d'attirer à soi la vie que l'on souhaite. Et en fait, c'est quelqu'un qui fait des séminaires aujourd'hui partout dans le monde, ouais, qui attire des dizaines de milliers de personnes à chaque fois. Rien qu'à Bâle, l'an dernier, donc c'est une petite ville en Suisse, à frontière de la France, à Mulhouse, il y avait 8 000 personnes. J'étais au c'est énorme. séminaire là-bas et c'est quelqu'un qui fait le lien entre la méditation et la loi d'attraction, en fait. Donc il t'explique scientifiquement comment procéder et les week-ends qu'il fait, les retraites qu'il fait servent à ça, en fait. Et c'est quelque chose de fabuleux parce que là on parle de traitement, mais il y a des miracles qui s'opèrent avec ce qu'il fait, des gens qui arrivent à s'auto-guérir. Il fait même des groupes de guérison, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se concentrent sur comment dire, sur l'énergie d'amour en fait, qu'ils envoient à la Ouais, personne qui est malade à l'autre bout du monde, et ils s'aperçoivent qu'au fil des mois, ça guérit la personne de la tumeur qu'elle ouais, a ou d'autres trucs. Donc ça, voilà, je sais qu'il faut être encore plus ouvert pour les gens qui nous écoutent. Soit je sais que tu l'es et que tu comprends tout ça et que même tu le valides, mais c'est quelqu'un qui est énormément puissant pour moi et qui apporte énormément à l'humanité. Et donc je dirais ce troisième compte-là, ouais, Docteur Joe Dispenza, ok. ouais, moi j'ai assisté à un de ses séminaires, en plus d'avoir lu son bouquin Devenir supernatural, hein, qui est hyper troublant, mais qui fonctionne en tout cas, parce que je sais que j'utilise souvent ces méditations
Et je sais que j'en serais pas aussi là où je suis si si je faisais pas ça. Donc ça contribue, on va dire, à mon évolution et si ça peut aider aussi certaines personnes en citant son compte, beh, j'en serais ravi, quoi. OK, mais ça, c'est important que tu finisses sur ça justement parce que, pour moi, ça fait partie de ma vision de la santé. C'est de pas prendre en compte que, la nutrition, pas prendre en compte que la complémentation, pas prendre en compte que le côté émotionnel et de comprendre qu'on est constitué de tout ça. Et c'est pour ça que moi j'ai toutes les approches, mélangées et hypnose et énergétique et Tout à fait. analyse de bilan bio. C'est parce que, justement il faut prendre il faut prendre l'ensemble du corps enfin le corps dans son ensemble et justement traiter, ne rien négliger parce que justement, je le vois moi par exemple sur des soins en magnétisme, c'est quelque chose qui me perturbait au début, c'est que je comprenais pas comment je pouvais, soigner quelqu'un, lui faire disparaître. Par exemple, je donne un exemple, parmi tant d'autres, c'est une dame très âgée qui avait de l'arthrose aux 2 genoux depuis, X temps, qui, elle pouvait plus se lever. À chaque fois, elle était coincée et tout. Je lui ai fait un soin, ça a duré 10 minutes. Elle est repartie, comme une comme une jeune fille dans la salle d'attente. Elle sautait presque et elle est revenue me voir un mois après en me disant: «Putain, mais, elle m'a dit: «Je vais si j'avais su, je serais venu avant parce que j'ai retrouvé mes genoux d'enfance, tout va bien». Et c'était assez perturbant pour moi parce que j'étais déjà branché justement, santé et physiologie interne et pour moi, si j'étais resté focus sur la physiologie interne, je me serais dit: «Beh, il faut la complémenter, il faut aller, voir ce qu'il y a au niveau inflammatoire, il faut, booster sa production de collagène avec vitamine C et glycine», et en fait, sans avoir fait tout ça et juste en ayant fait un travail énergétique, ça a réussi à traiter la problématique. Donc il faut jamais, écarter, une des approches en disant: «Ça, c'est nul, ça, c'est inefficace». Non, il faut, utiliser ce qui est, sur le moment, ce qui émerge, ce qui va aider la personne et après travailler en fond bien sûr avec, on peut ajouter à ça par exemple vitamine C, glycine, on peut ajouter des oméga 3, on peut, voilà, c'est important d'utiliser tous ces moyens-là et de pas chercher à vouloir avoir raison absolument en disant: «C'est mon approche qui est, la meilleure», heu, pour pouvoir soigner les gens. Donc c'est important de Je ne pense rien négliger. je pense que tu as raison parce que je pense qu'il y a une capacité du corps aussi à s'auto-guérir, qu'on peut activer soi-même ou par, l'intermédiaire d'une personne comme toi. Et ça, je pense que c'est, encore un sujet, qui peut faire l'objet de notre podcast, pas forcément avec moi parce que je suis pas spécialiste là-dedans, mais j'y crois fortement parce que je sais que le corps humain est encore à l'aube de ce qu'on peut découvrir sur lui et on peut découvrir plein de choses. Oui, Et moi, je pense que le corps est un miracle en fait. Et malheureusement, avec la vie qu'on a aujourd'hui, on peut pas en apprécier toutes ces facultés. Mais je sais que le corps a une faculté d'auto-guérison. D'ailleurs, celui qui en parle aussi très très bien, c'est Deepak Chopra, ouais, qui lui-même était médecin et qui a suivi son cheval de bataille sur l'auto-guérison, la capacité d'auto-guérison du corps, hein. Donc ça, c'est fabuleux. Et donc oui, je pense que ça fait partie des choses-là. La physiologie interne, comme tu l'as dit, c'est une chose, mais je pense qu'aussi il faut se focaliser également sur la capacité d'auto-guérison du corps, qu'elle soit aidée, comme des personnes avec toi, ou qu'elle soit faite de manière autonome. Tout ouais, à fait. c'est clair. Bon, c'est un beau message de fin et d'espoir aussi pour les C'est ça. personnes de savoir qu'il y a plusieurs approches à utiliser. Donc, voilà. Mais merci pour ce podcast. Est-ce que tu veux rajouter Merci quelque beaucoup, chose Mathieu. pour finir? Bah écoute, ouais, sinon, je sais pas trop quoi dire. Juste que je suis content d'avoir fait ce podcast avec toi. Je sais que c'était ton premier, c'était Aurélien. T'avais fait le premier avec Aurélien ou t'avais fait d'autres Ouais, avant? c'est ça. C'est le premier. Ouais, Non, Aurélien, ouais, le premier était le deuxième ouais, ok. épisode. Et non, je suis content de faire partie de cette famille-là qui, qui cherche à faire en sorte que l'humanité soit la plus joyeuse possible et la meilleure santé possible. Voilà. Ok, bah, parfait. Merci encore Merci beaucoup, Mathieu. et on te dit à bientôt, À très peut-être bientôt. sur la chaîne pour un autre podcast sur un autre sujet. Avec plaisir. Ciao, ciao. Au revoir. Bye bye.